vais vous raconter une petite histoire. J'ai écrit quelques livres sur l'IA, et notamment il y avait cette question sur la radiologie. Donc j'ai appelé un radiologue qui faisait une thèse en IA, et qui m'a raconté ce que je viens de vous dire. C'est qu'en général, l'IA fait à peu près comme un radiologue, sauf qu'elle ne se fatigue pas, et donc elle ne fait pas de grosses bêtises. Il m'a quand même raconté une histoire qu'il y a une fracture du poignet. Quelqu'un s'est déjà fracturé le poignet ici? Alors oui, c'était simple ou double? Simple. Voilà, alors la simple fracture, c'est très bien, vous prenez un cliché, vous voyez la fracture. Et la fracture double, si vous prenez un cliché dans une seule direction, vous pouvez ne pas la voir. Alors le bon radiologue, il prend des clichés tout autour et il va voir la fracture. En revanche, s'il prend qu'un seul angle, il peut rater une fracture double. L'IA, juste sur un cliché, a repéré une fracture double, alors que le radiologue, en regardant le cliché, ne voyait qu'une fracture simple. Donc là, on dit, c'était super, elle a découvert quelque chose. Alors, je ne connais pas tout à fait la fin de l'histoire, mais voilà, donc il y a des cas. Alors sans doute, si on avait utilisé les techniques d'explicabilité dont je vous parlerai après, on aurait pu voir qu'est-ce qui a fait dire à l'IA qu'elle a pris une double, elle a dit une double plutôt qu'une simple. Bon, en général, ces cas sont quand même assez rares, et globalement, on trouve plutôt des choses que l'être humain aurait trouvées. En revanche, il y a des choses qui sont voilà, donc, dans l'ordre du, vous voyez, encodeur-décodeur dont je vous parlais. Hein, on utilise ça pour faire ces systèmes-là. Quand vous avez des images qui sont abîmées, on fait les trous dans l'image, et bien l'IA est capable de boucher les trous et de remettre des pixels là où il manque, et pour avoir des résultats qui sont tout à fait réalistes. Et puis aussi, voilà, le fameux DALL-E, vous lui dites fais-moi une image de chien avec des lunettes en train de faire du vélo, et ben, il vous génère une image qui a l'air complètement réaliste. On dirait vraiment que c'est la photo de mon chien sur la page des sables de l'homme, pas du tout. Tout ça est inventé. Et pareil pour des images un peu oniriques d'une Renault du futur. Donc vraiment, ça, vous voyez, évidemment, c'est pas possible avec des XML, avec de l'informatique traditionnelle. Alors, en revanche, le prix à payer, c'est que pour cette IA basée sur les données, il faut énormément de données. Et les données, alors si vous avez commencé à traiter les données chez vous, ou si vous comptez le faire, surtout des données qui viennent de capteurs, et c'est extrêmement bruité. Donc ça, c'est des données qu'on a mesurées sur un accéléromètre dans une voiture. Évidemment, la voiture n'a pas fait ça, n'a pas fait une accélération aussi hachée. En revanche, le capteur, il a sauté, il a raté des trucs. Donc les signaux sont vraiment de mauvaise qualité, dans bien des cas. L'autre problème, ça peut être aussi d'aller récupérer les données, de s'assurer qu'elles sont toutes au même format, dans la même unité. Donc il y a un gros travail, si vous voulez baser votre IA sur les données, de récupération des données, de nettoyage des données. Ici, vous voyez, donc il y avait des petits OK, on les a lissés, donc il manquait là des données, le capteur a oublié de dire des trucs pendant quelques périodes, et bien il a fallu faire boucher les trous, et à partir de ça, on peut commencer à travailler. Ensuite, il y a la partie annotation, comme je vous disais au début, il faut dire à chaque image, dans chaque image, ça c'est une voiture, ça c'est un piéton, ce travail d'annotation, il est très long. Alors, vous verrez, il y a un des exposants qui arrive à faire de l'IA sans cette annotation. Et donc, c'est le futur. Le futur, c'est de réussir à faire des IA non supervisées. On n'est pas obligé de lui mâcher le travail. Alors, évidemment, ça marche que dans certains cas, mais c'est l'avenir. Ou avec de moins en moins de données à noter. Et puis après, on a une base de données. Et puis, on va utiliser une partie de la base de données annotée pour faire de l'apprentissage. Et puis, une autre partie de la base de données annotée pour faire de la validation. Parce qu'après, pour être sûr que ça marche, on va prendre des images dont on connaît la solution, on ne va pas la dire à l'IA, on dit alors là-dessus, qu'est-ce que tu vois comme voiture? Et elle va nous dire c'est une Renault, et on peut comparer automatiquement, en effet, il fallait trouver une Renault, donc ça a bien marché. Donc voilà le principe de l'acquisition, de l'usage des données. C'est vraiment une partie très importante et nouvelle dans l'informatique. Jusqu'à présent, on faisait de l'ingénierie du logiciel, quand on développait du logiciel classique. Là, en plus de l'ingénierie du logiciel, il faut une ingénierie de la donnée, qui est vraiment nouvelle. Et donc tout ça a un prix. Alors les données, je vous en ai parlé, ça a un prix humain, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui labellisent, comme je vous dis, qui nettoient les données, qui les sélectionnent. Et puis l'élément nouveau aussi, c'est l'énergie. Une carte de calcul adaptée à l'IA, on parle des GPU, des Graphical Processor Unit, qui étaient initialement utilisés pour faire de l'affichage pour les jeux vidéo notamment. En fait, c'est massivement parallèle, donc ça permet vraiment de lancer des calculs tels qu'ils sont utilisés dans les réseaux de neurones. Ça consomme énormément. Donc 200 watts pour une carte comme celle-là, l'ordre de grandeur pour un cerveau humain, c'est 20 watts. Et le cerveau humain, il fait beaucoup plus que de reconnaître
une voiture dans la rue, alors qu'avec 200 watts, vous faites à peu près que ça. Donc il y a vraiment les ordres de grandeur entre ce que consomme une IA et ce que consomme un être humain sont de cet ordre-là. Le numérique consomme énormément, etc. Donc ça, bon, vous en avez conscience, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a toujours un choix à faire quand vous allez faire le choix de l'IA. Il faut prendre en compte non seulement les performances que vous allez obtenir, les efforts qu'il faut faire pour l'intégrer, mais aussi après en termes de consommation. Alors ça, c'est parfois un peu caché parce que vous envoyez ça sur des serveurs qui ne sont pas à vous, donc c'est le serveur qui consomme. Voilà, si vous faites attention à votre bilan carbone, il faut l'intégrer. Voilà. Je tenais à vous rappeler ça dans mon équation parce que la magie de l'IA, le terme que je n'aime pas, c'est pas la magie, donc les performances de l'IA sont à ce prix-là. Et puis ici, j'ai rappelé quelques chiffres sur l'empreinte du numérique. En termes de ressources, alors on est toujours en train de taper sur les serveurs parce que c'est sympa de dire du mal de Google et d'Amazon, mais quand on regarde là, en termes de ressources pour fabriquer, eh ben, c'est la fabrication de nos écrans et de nos téléphones, qui est la partie bleue, qui consomme beaucoup plus de ressources que de fabriquer un serveur. Et pareil, en termes de consommation énergétique, on peut toujours dire que c'est les méchants providers de web qui consomment, mais voilà, ils consomment, c'est vrai, c'est pas négligeable, mais nous aussi, avec nos appareils, on consomme pas mal aussi, et tout ça pour relativiser un peu ces questions. Alors voilà, tout ça pour dire à quoi ça sert. Donc je vais vous montrer quelques exemples de chez Renault, mais qui vont sans doute vous parler parce que, voilà, hormis l'objet final, vous ne fabriquez pas des voitures, en revanche, la façon dont vous fabriquez ce que vous fabriquez, à la fin, ça a l'impression que ça revient toujours un peu à la même chose. Donc ici, voilà, ça c'est un atelier dans lequel il faut mettre de la cire dans des trous sous la caisse avant de passer à un traitement. Et donc il y a des opérateurs qui, avec des bus, vont aller mettre de la cire dans des trous sous la caisse. Il y a combien 50 trous, 30 tailles de trous différentes. La voiture avance, pendant que les gars bouchent les trous en dessous. Il y a 6 opérateurs. Et donc toute la question, c'est comment on peut diminuer le nombre d'opérateurs. Comment on peut, et alors pour ça, tout en respectant bien la tâche, qu'ils n'aient pas sans arrêt à courir d'une buse à l'autre, à s'échanger, à attendre que l'autre donne la buse. Donc on se retrouve dans une problématique de type voyageur de commerce, d'ordonnancement, que vous connaissez forcément bien. Et donc comment on va, voilà le problème qui est posé, des contraintes, des objectifs. Et donc ça, c'est typiquement un problème de recherche opérationnelle. Dans les écoles, on a depuis très longtemps. C'est des vieilles techniques que l'IA a un peu récupérées. Et alors là, ce pourquoi je voulais en parler, c'est qu'on va utiliser une autre technique dont je ne vais pas parler, qui est celle des algorithmes génétiques, qui rentrent aussi dans l'IA. Et donc là, ce qui est rigolo dans cette technique d'algorithme génétique, c'est qu'on fait on donne un peu la main au hasard. On va sortir des solutions. Par exemple, on va tirer au hasard une solution, on va dire tel opérateur, tu vas t'occuper de tel trou, tel opérateur de tel autre trou. Ça va être une solution qui ne sera pas optimale, on va en faire quelques-unes, mettons une cinquantaine de ces solutions. Et on va prendre les 25 meilleures. Les 25 plus mauvaises, on va les mettre de côté. On va prendre et puis les 25 meilleures, on va les marier. On va prendre le début de la première séquence et la fin d'une autre séquence pour faire un enfant constitué à partir de ces deux premières séquences. Et puis ça va nous refaire de cette façon. Si chaque couple refait un enfant, ça va faire, on va se retrouver avec 50 solutions. Et de la même façon, de ces 50 solutions, on va prendre les 25 meilleures, les marier entre elles, remplacer, etc. Et petit à petit, donc on va faire de la reproduction de bonnes solutions. Et petit à petit, vont émerger des solutions dont on ne peut pas dire qu'elles sont optimales, on ne peut pas le prouver, mais en revanche, qui commencent à atteindre des performances proches de ce qu'on attendait. Et donc là, on a réussi, le système a montré qu'on pouvait tout à fait faire la tâche avec 4 opérateurs. Je crois que c'est dans la minute, il fallait faire en 1 minute toutes ces tâches. Donc le système, en convergeant de cette façon-là, a trouvé une solution avec 4 opérateurs, où chacun respecte les contraintes, le nombre de points pour chacun, le nombre de blocs, etc., le nombre de bus que chaque opérateur doit utiliser. Et on arrive à être même assez loin, on est en 86 centièmes de minute, donc on est bien en dessous de la minute. C'était faisable, mais là, ce qui est intéressant, c'est que le chef d'atelier a dit bon, c'est quand même faisable, mais c'est quand même assez soutenu, donc trouve-moi plutôt une solution avec 5 opérateurs. Et donc on voit que là, c'est pas l'IA qui décide, l'IA propose une solution, mais c'est l'être humain à la fin qui dit ouais, mais la solution de l'IA, elle sera faisable, mais elle va être épuisante pour les opérateurs, donc
je dis on va prendre avec 5 opérateurs, et là le système nous trouve une solution optimale avec 5 opérateurs. Vous voyez, ils ont un peu plus de temps pour faire leur optimal. Ils peuvent faire en 74, du coup, si dans une minute, c'est un peu plus confortable. Enfin, tout ça pour illustrer, qu'il y a encore d'autres techniques que celles dont je vous avais dit, le symbolique, le connexionniste, et puis ça aussi, la partie algorithme génétique. Et puis aussi, à la fin, c'est quand même l'homme qui décide, et même si la machine propose, l'IA propose des solutions. La machine. Alors ça, c'est sur la simulation physique. Je ne sais pas si certains voient, sûrement, vous faites des calculs de structure aussi les uns et les autres. En revanche, il y a peu de chances que vous fassiez du crash, à moins qu'il y ait des constructeurs de bateaux qui. Je ne sais pas si c'est obligé de faire du calcul de crash quand on fabrique des bateaux. Donc nous, évidemment, c'est un truc qui est très spectaculaire chez Renault. Il faut que nos voitures résistent au crash. Donc on a cassé beaucoup de voitures. Hein. Et puis évidemment, les chefs n'aiment pas ça. Donc on nous a demandé, faites-le en simulation. Donc on a fait des simulations physiques de crash. Donc on connaît toutes les équations de la physique mécanique qui font qu'une pièce se déforme quand on appuie dessus. Donc on va rentrer toutes les équations de la physique. Et puis de cette façon, on est capable de simuler ce qui va se passer quand une voiture rencontrera un bloc de béton à telle vitesse. Bon, en notre culture, tout ça est parfaitement. Ce sont des tests qui sont normalisés. Hein, donc on nous demande le bloc de béton, il fait telle taille, telle hauteur, telle largeur. Vous arrivez à telle vitesse, vous prenez exactement à telle position dans la voiture. Donc ça est très normalisé. C'est ça qu'on nous demande de faire. Et donc on fait ces modélisations purement physiques. Évidemment, ce sont des calculs qui sont très très compliqués, très lourds, très longs. Donc voilà, 6 millions d'éléments finis. Donc on va découper tout ça sur tout notre véhicule en 6 millions de petites mailles. Et puis ça va prendre 10 heures de calcul pour avoir une simulation. Et puis pour faire arriver à converger. Donc la question de ces simulations, c'est comment je peux alléger mon véhicule. Voilà, comment je peux alléger mon véhicule. Est-ce que j'ai ici mes objectifs pour que de 4 à 6 kg, réutiliser des pièces que j'ai utilisées sur d'autres voitures. Alors, on se donne des objectifs, et donc on va, par exemple, le longeron avant, je le diminue de son épaisseur d'1 centimètre, je relance ma simulation, est-ce que j'ai arraché les jambes de mon conducteur, oui ou non? Si oui, on le refait, etc. Donc là, on va faire une centaine de simulations, et ça prend beaucoup de temps de calcul, et puis en attendant, pendant ce temps-là, il y a les gens du design qui ont eu une autre idée, donc tout ce que vous êtes en train de faire comme simulation, ça ne sert plus à rien, et donc il faut tout refaire. Donc, manque de réactivité, ça marche bien, mais c'est trop long, ça manque de réactivité. Donc l'idée de ce qu'on appelle la réduction de modèle, c'est de dire à une intelligence artificielle, ben, regarde comment ça se déforme, regarde sur une modélisation physique comment ça se déforme, et puis essaye de l'imiter, de faire la même chose, mais sans tous ces calculs mécaniques. Donc on va entraîner un réseau de neurones à déformer des pièces de la même façon que le fait le modèle physique. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais là en gros on va prendre une seule simulation, donc une seule simulation physique. On va découper en plein de petits morceaux et l'IA va regarder à chaque étape de l'écrasement de la voiture, un écrasement, comment chaque pièce se déforme. Et à partir de ça, elle va apprendre comment une pièce se déforme quand on appuie dessus, suivant qu'elle soit accrochée à d'autres pièces, à d'autres endroits, donc en prenant en compte, mais inconsciemment, toute la structure et toute l'architecture de la structure mécanique qui est là. Et donc, avec simplement un seul crash, toutes les images d'un seul crash, on arrive à entraîner une IA qui, de cette façon-là, va être capable de tourner beaucoup plus vite qu'une modélisation physique. Alors que j'aurai appris sur un crash avec une géométrie de voiture, ça va marcher sur d'autres géométries de voiture. Il ne faut pas s'en écarter trop. Mais si je change l'épaisseur d'un longeron, eh bien ça, ce que mon IA aura appris sur le longeron d'épaisseur 5 cm fonctionnera aussi sur le longeron d'épaisseur 4 cm. C'est la fameuse généralisation de l'IA dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, on arrive à avoir des performances, on va beaucoup plus vite. Et ça permet de faire des cycles beaucoup plus courts pour aller jusqu'à l'optimisation d'une géométrie et des pièces. Alors évidemment, il faut avoir confiance dans ce que dit l'IA, parce que l'IA pourrait dire, voilà, comme ça marche très bien. Donc à la fin, on reboucle. Une fois que l'IA a permis de converger sur une épaisseur de longeron qui répond au cahier des charges, on va relancer une modélisation physique, et cette fois une seule. Et puis, on va vérifier quand même qu'on trouve bien la même chose. Et pour tout vous dire, à la fin, on va même retester sur la voiture réelle, une fois qu'elle sera finie, pour bien vérifier que le modèle physique est bien conforme à la réalité, et du coup que l'IA est bien conforme à la réalité aussi. Donc là, on refait des comparaisons entre la déformation du modèle physique
et du modèle simulé par l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, c'est à peu près linéaire, c'est-à-dire que les déformations vues calculées par l'IA correspondent quasiment à la déformation calculée par le modèle physique. Et on s'aperçoit, en regardant les codes couleurs, que les endroits qui ne correspondent pas sont des endroits qui sont assez éloignés du choc, on le voit ici, et qui sont moins concernés par les questions qu'on se pose dans le cahier des charges. Donc ça permet de valider que l'IA a bien permis de trouver la bonne solution. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était celui du contrôle visuel. Donc là, on va peut-être se rapprocher de choses qui vous sont plus familières, c'est vérifier la qualité de ce qui sort de vos chaînes. Donc chez nous, comme peut-être beaucoup d'entre vous, on fait de la soudure. En fait, et donc il y a un opérateur qui aujourd'hui regarde à la sortie de chaque soudure, c'est robotisé, des soudures robotisées, il va regarder si la soudure est de bonne qualité ou pas. Et on va entraîner une intelligence artificielle. Je pense que vous pourrez voir ici des mots assez similaires sur détecter qu'une soudure est bonne ou n'est pas bonne. Aujourd'hui, c'est un opérateur, on lui présente régulièrement, vous voyez les 12 images qui sont là, et il faut qu'à l'œil nu, il regarde les 12 et il dit est-ce que la soudure est bonne ou pas bonne, et il clique dessus. Donc là, ce qu'on va lui proposer, c'est que l'IA va d'abord lui présenter des soudures sur lesquelles elle a un doute. Elle a trouvé soit qu'elle était mauvaise, soit qu'elle avait un doute. Donc l'IA dit la soudure est bonne, la soudure est mauvaise, ou la soudure est je ne sais pas. Et donc comme ça, l'opérateur, il est toujours là, mais il a toujours la responsabilité de dire si une soudure est bonne ou pas. En revanche, l'IA va lui classer, va dire regarde d'abord ces soudures-là, qui à mon avis sont les plus louches, et après les autres, si tu as le temps, on vérifie, mais a priori j'ai confiance. Donc vous voyez que là, encore une fois, c'est difficile. Alors bien même si les maîtres soudeurs sont capables de vous dire il y a 14 façons, 17, je ne sais plus, types de soudure ratées, qu'on peut tout à fait spécifier, qu'on peut décrire. En revanche, après, mettre ça dans un ordinateur, donc là, il y a des règles, si la soudure, elle est peut-être spécifique, qui pourra donner le nom des défauts qu'on voit sur la ligne du dessus. Voilà. Là, en revanche, par apprentissage, c'est quand même très facile de dire ça c'est une bonne soudure, ça c'est pas une bonne soudure, et à toi l'IA, à toi l'apprentissage, de te débrouiller pour savoir comment on les distingue les unes des autres. Une des difficultés de ça, et je crois que c'est Visionary qui pourra vous en parler, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de mauvaises soudures. Chez Renault, ça fait un moment qu'on fait de la soudure, et donc il n'y a quand même pas, on ne peut pas dire j'ai la moitié de bonne soudure, la moitié de mauvaise soudure. Il y a une mauvaise soudure sur 1000, sur 10 000, et donc pour faire un apprentissage, c'est ce qu'on appelle un apprentissage non équilibré, et c'est pas idéal, parce qu'on aimerait bien montrer plein de mauvaises soudures, plein de bonnes soudures, et ça fait que certains ingénieurs qualité disent bon, ton IA, ouais, c'est sûr, elle a l'air de marcher, mais comme moi, regardez, si ton IA elle disait toujours que la soudure est bonne, sachant que j'ai une mauvaise soudure sur 10 000, elle aura un taux de succès de 99,99%. Alors que ton IA dit n'importe quoi. Et donc, vous voyez bien que le taux de succès, dans des exemples comme cela, ne permet pas de garantir que l'IA marche bien. Bon, c'est des problèmes que vous avez en général, j'imagine, sur des contrôles qualité. Donc c'est ça le problème auquel on va être confronté, et celui, ça fait partie des questions qu'on pourra aborder sur quelle confiance on peut apporter à l'IA. C'était, je crois, une de mes dernières. Ah non, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, encore une fois. Donc ça, c'est un système qui a, donc c'est développé, ça c'est déployé dans nos usines. Et puis ça, c'est un autre système d'IA qui est déployé aussi dans nos usines, et qui est un système portable. C'est-à-dire, on a une vérification visuelle à faire, et donc un opérateur va avoir la valise, ça qui s'appelle Pokayoke, sur lequel on installe une caméra, un ordinateur, et l'opérateur, sur le bord de ligne, celui qui était chargé autrefois de regarder s'il y avait un connecteur qui était mal branché, c'est lui qui va se mettre à l'endroit, il va cadrer avec sa caméra l'endroit qu'il faut regarder, et puis il va entourer. Quand il y a eu un problème, il va entourer, il va dire ça c'est une situation normale, ou ça c'est une situation normale. Donc c'est lui-même qui va faire l'apprentissage sur 20, 30 situations, et après le système sera capable automatiquement, donc on parlait d'agilité tout à l'heure avec Jade, c'est exactement ça. On apporte de l'agilité pour déployer l'IA sur la chaîne, et puis après être capable donc chaque opérateur va dire j'installe moi-même mon IA. Et là encore une fois, l'IA apparaît clairement comme un partenaire, c'est pas, puisqu'il est entraîné par l'opérateur qui devait faire le boulot lui-même, et donc il va transmettre à l'IA ce qu'elle doit savoir. Et encore une fois, la personne, comme pour la soudure, le type qui surveillait les soudures, en gros, ce qui l'intéresse, lui, c'est quand il y a une mauvaise soudure, c'est d'aller la retoucher. Et aujourd'hui, il passait quand même beaucoup de temps à surveiller les soudures
et il ralentissait la surveillance des soudures, la plupart des soudures qui étaient bonnes, quand il devait aller faire une retouche. Là, il va pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour se consacrer à son métier qui est à améliorer la qualité de la soudure qu'il avait ratée, plutôt que de surveiller les bonnes soudures. Voilà. Donc là, comme je vous disais, ici, donc ça c'est le boucle, c'est une boucle aussi qui est importante dans le système à base de données, c'est qu'il faut bien veiller à ce que le système marche en continuité. Et donc la caméra peut se fatiguer, l'éclairage peut changer, et donc il faut aussi que l'opérateur, ça fait partie de son boulot, quand il commence à voir que tiens, ben là l'IA elle fonctionne un peu moins bien, donc peut-être il est temps de la réentraîner. L'IA aussi elle-même va apprendre à dire tiens, mais là mes performances, la qualité de ma prédiction, je suis de moins en moins sûr de moi, elle va attirer l'attention à l'opérateur et dire peut-être qu'il faut qu'on refasse des entraînements parce que sur telle et telle image, j'ai eu du mal. Donc là, vous voyez, c'est encore une fois un partenariat entre l'IA et l'opérateur pour que le système fonctionne bien. Voilà, donc les 15 d'autres applications de l'IA, bon, la fusion de capteurs pour nos véhicules intelligents, en fusion de scène, je vous en ai un peu parlé. Sur le langage naturel, aujourd'hui, ben, il arrive que des gens ne soient pas satisfaits complètement de leur véhicule Renault. Et donc, ils nous envoient des petits mots. Et bien, ça, on ne veut pas en rater. Aujourd'hui, chacun lit ces fiches-là. Donc, de plus en plus, on va utiliser du traitement du langage naturel, un peu des techniques de type ChatGPT, pour comprendre ce que nous disent les gens, détecter des signaux faibles avant qu'on ait trop de plaintes, et être le plus rapide possible vis-à-vis de nos retours clients, qui sont, parfois ils sont gentils, ils cochent dans des... Alors, quand il s'agit juste de cocher dans des cases, ça, le traitement statistique est facile. En revanche, quand c'est du langage naturel, il faut un peu plus d'intelligence pour faire ce traitement-là. La prévision des ventes, smart grid. Alors, la gestion de la gamme, alors on en parlait hier soir, on me disait, certains constructeurs de bateaux ont tellement de diversité et d'options qu'ils peuvent faire jusqu'à 135 000 bateaux différents. Chez Renault, est-ce que vous savez combien de types de véhicules différents on peut faire? Sachant qu'on peut faire 135 000 variations sur un bateau. Pratiquement, on pourrait faire 10 puissance 24 véhicules différents. Ça fait beaucoup, hein. En fait, je vais vous rassurer, on peut en faire que 10 puissance 19 parce qu'il y a certaines options qui sont incompatibles. Donc vous imaginez bien que nous, on ne peut pas construire un catalogue avec les 10 puissance 19 versions possibles de nos véhicules. Imaginez la taille du catalogue. Donc pour ça, on a une IA qui, quand on demande une version, va être capable d'aller vérifier si cette version est possible et réalisable. Et là, pour ça, on a développé un système de gestion de la gamme qui est là, qui est basé sur de la recherche opérationnelle, de l'exploration d'arbres, et qui est une des plus sophistiquées au monde. Donc là, les ingénieurs maison de Renault qui ont créé ce truc-là, ils sont invités dans les meilleures confs du monde sur ce sujet-là. Il faut dire qu'on est un peu les seuls à avoir ce problème à traiter. Donc, on peut dire que c'est un peu normal qu'on soit les seuls. Parce qu'aussi, il faut que vous sachiez que plus vous faites du véhicule généraliste, plus vous avez d'options. Quand vous achetez une Ferrari, vous n'avez pas beaucoup d'options. Vous ne pouvez pas demander la boule pour tirer la caravane, etc. Donc, plus vous montez en gamme, plus la gamme, le choix des options est limité. Voilà, donc ça, c'est l'IA qui est cachée derrière tout ça. Le capteur virtuel, un exemple de capteur virtuel, c'est par exemple savoir si votre voiture est très chargée ou pas. S'il y a aujourd'hui, il n'y a pas de capteur qui soit vraiment fiable pour dire que si votre voiture, vous êtes 5 dedans avec des bagages ou si vous êtes tout seul. Donc on va essayer de détecter ça en regardant d'autres signaux. Par exemple, quand vous freinez, pour une pression égale sur le frein, et le ralentissement il va être plus ou moins rapide. Et donc ça, c'est un indice pour vous dire si vous êtes chargé ou pas. Quand vous prenez un virage, de la même façon, dans la façon dont les amortisseurs se tassent, et bien ça sont des indices. Donc là, on va créer de cette façon, par apprentissage, un capteur virtuel, en disant... donc je vais, alors justement, je vais finir cet exposé là, parce que je crois que j'arrive un peu au bout du temps qui m'était imparti, par ce dont je voulais vous parler après, mais bon, finalement, voilà, ce capteur virtuel qu'on avait fait pour déterminer le poids du véhicule, on a entraîné, alors comme vous savez, pour faire ça, il faut entraîner. Donc on va d'abord dire au véhicule ce qu'il doit trouver. On va lui dire, ici, la voiture n'est pas chargée, donc regarde tous les autres signaux, les enfoncements des amortisseurs, le freinage, etc.
Et puis à partir de ça, à partir de tous les essais qu'on fait une corrélation. Comme ça après, quand on fera un cas sur une, tu ne sais pas combien la voiture est chargée, tu me diras si elle est chargée ou pas en disant le résultat de cette corrélation. Donc on fait notre apprentissage, on charge la voiture petit à petit, et puis voilà, le système apprend, et puis ça marche très bien. Donc vous vous souvenez, c'est la base de données d'apprentissage où on a des données qui sont dites labellisées, c'est-à-dire j'ai enregistré toutes les données qui circulaient sur le réseau interne, j'ai la vérité terrain, je sais que la voiture est plus ou moins chargée, donc j'utilise les 2/3 de ma base de données pour faire l'apprentissage, et puis sur le dernier tiers, je vérifie que ça marche, je ne donne pas la solution, mais moi je la connais, et là il me dit en effet, avec ces données-là, la voiture est chargée, tu as raison, elle était bien chargée, tout va bien. Donc notre système marche très bien. On le met dans la rue, alors, avec des essais hein, d'abord, on n'est pas directement aux mains de... Et puis la voiture démarre, et puis la voiture, alors qu'elle est lourdement chargée, dit il n'y a personne, la voiture est vide, il y a juste le conducteur. Alors, ça marchait très bien chez nous. Et puis inversement, on met une voiture complètement vide, avec juste le conducteur, et le petit de l'IA nous dit elle est bien chargée là, la voiture, elle est... Bon, on utilise des techniques d'explicabilité pour qu'elles nous disent, parce qu'en effet, il y a cette idée de boîte noire avec vos neurones. En fait, il y a des méthodes d'explicabilité, vous pourrez vous décrire si vous voulez. Et on dit à l'IA, mais pourquoi tu nous dis que la voiture est vide? Et l'IA dit, parce qu'il est 8 h du matin. Et là, pourquoi tu dis que la voiture est pleine? Parce qu'il est 8 h du soir. Bon, d'accord. Bon. Et donc, on voit qu'elle prend une décision sur des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, elle prend la mauvaise décision. Donc, on a rembobiné et on a regardé que pendant nos essais, en fait, le matin, on commence nos essais avec une voiture vide. Et puis, plus la journée avance, plus on remplit la voiture. Et donc, en fait, en regardant les données qu'on lui a données, pour la voiture, il y avait une corrélation évidente entre l'heure qu'il était et la charge, puisqu'à chaque fois, on disait le matin c'est vide et le soir c'est plein. Et donc, elle a fait, et c'est là où on voit la différence entre corrélation et causalité, elle a fait une corrélation qui était vraie sur l'exemple qu'on lui a donné. Ça illustre le biais, c'est ce qu'on appelle le biais dans les données d'apprentissage. On ne s'en est pas rendu compte, et donc il y avait ce biais. Donc il a fallu, juste simplement, on a refait l'apprentissage en retirant l'information de l'heure, et à ce moment-là, elle a pu se baser sur les informations exactes, et puis ça commence à marcher déjà de façon un peu plus heureuse. Donc voilà, c'était ça ma conclusion. Ça fait des trucs super, mais ça demande aussi un peu de doigté pour pas tomber dans des travers. Et la grande question, c'est l'IA, il faut s'en servir, mais avec modération. Et notamment, se poser toujours la question de la confiance qu'on peut lui apporter. J'ai un certain nombre, là le biais, c'est ce que je vous ai décrit. Et puis après, il y a d'autres petites faiblesses de l'IA, mais il faudra encore un petit quart d'heure et je ne vais pas abuser de votre gentillesse et de votre patience. Voilà. Donc, c'est très performant. Directement là, ma conclusion, quand même. Il y a plein de choses à vous dire sur comment justement on va faire ça. Voilà. Donc là, ma conclusion, là, ça fait des trucs super. Il n'y a pas que le réseau de neurones dans l'IA. Hein. Donc quand vous allez voir des consultants, vérifiez bien qu'ils proposent, et on en discutait hier avec une société, ils sont là aussi pour vous dire, là le réseau de neurones c'est bien, ou là c'est pas la bonne solution. Donc l'IA c'est une très grande famille de technologies, donc il faut choisir la bonne. Et c'est parfois là une solution qui est incontournable, mais il y a des limitations, on a vu, les problèmes de consommation, d'énergie, de temps passé à entraîner une IA. Et puis voilà, sur les problèmes de faiblesse qu'on a vus, les problèmes de biais, il y a des réglementations qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Et il y a une nouvelle ingénierie du logiciel. Il y avait l'ingénierie du logiciel dans les années 80 qui avait des règles pour développer du logiciel sûr. Et bien de la même façon se met en place une normalisation, une standardisation pour développer une IA de confiance sur laquelle on puisse appuyer pour passer au travers des problèmes de biais comme celui que vous avez décrit. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Rodolphe. Je pense qu'on va tous pouvoir faire une pétition pour que tu reviennes. Les 15 minutes auraient été top. J'ai une première question pour toi. Comment, pour relancer sur les biais, parce que je pense que c'est important dans le monde actuel aussi d'échanger sur ce sujet, comment est-ce qu'on peut être sûr que les humains apprennent pour éviter de remettre des biais dans les IA? Alors maintenant que le principe des biais est... Alors,
pour être très cynique, il y a une réglementation là, qui vient de l'Europe, qui s'appelle l'AIAC, qui dit eh ben, quand vous développez l'IA, il interdit de mettre des biais dans les données. Merci. Bravo. Et donc, bon, après, comment, voilà, la question c'est, déjà, donc ça veut dire que quand vous faites un apprentissage, maintenant, vous savez, il peut y avoir du biais. Donc, vous devez être attentif à ça. Déjà, une première chose. Les cas les plus connus de biais, c'est sur les recrutements, vous savez, hein, sur le choix des CV, quand il y avait du tri par CV par IA, le tri de CV par IA, et ben, si par le passé, on avait des RH un peu rétrogrades qui n'embauchaient jamais de femmes pour certains postes, et ben, dans la base de mes apprentissages, en effet, sur le poste de manutentionnaire, il n'y a jamais de femme. Donc si vous avez une femme parfaite pour de la manutention, elle va être éjectée parce que, de la même façon que l'IA avait dit c'est l'heure le plus important, là l'IA va dire visiblement c'est le sexe le plus important. Donc c'est comme ça qu'est arrivée la question des biais, hein, historiquement, et c'est pour ça qu'on en parle tant aujourd'hui. La réglementation européenne, en fait, elle est beaucoup basée là-dessus, sur la question des craintes de discrimination, que l'IA pourrait reproduire des discriminations. Sur les problèmes sécuritaires, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, donc, mais bref. Et donc comment on fait pour éviter les biais? Ben, déjà, on sait qu'ils existent et on sait qu'il faut surveiller. Et donc, une des façons de faire ça, c'est une fois que vous avez fait votre apprentissage, de demander de l'explicabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dites à l'IA, demandez à la boîte, on dit souvent une boîte noire à propos du réseau de neurones, parce que comme évidemment, il n'y a pas de règles, c'est difficile spontanément pour une IA de dire comment elle a pris une décision. Et donc on va utiliser une technique d'explicabilité, et parmi les techniques d'explicabilité, il y en a une qui est finalement assez simple, c'est que vous allez reposer la même question en retirant certains éléments. Donc par exemple, dans le cas que je vous donnais, on a retiré, on a reposé la même question en disant est-ce que la voiture est chargée ou pas, en retirant les données sur les amortisseurs. Après on a retiré les données sur l'accélération, après on a retiré les données sur ci, sur ça, et on s'est aperçu que c'est en retirant la donnée de l'heure que tout changeait. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que c'était l'heure qui faisait pencher la balance. Donc, il y a des techniques pour traquer les biais dans votre donnée. Et là, il faut encore une fois l'expert. Quelqu'un qui n'y connaît rien dirait oui, non, ça ne choque pas du tout que ça soit l'heure qui dise si la voiture est chargée ou pas. Donc, c'est vrai qu'il faut une caricature, mais il faut souvent un peu d'expertise pour dire si en effet le système qui a permis à l'IA de prendre sa décision, eh bien l'indice sur lequel il s'appuyait était le bon. Donc, pour répondre, utilisons des techniques d'explicabilité et demandons à l'expert de valider que l'IA prend les bons critères pour prendre sa décision. Merci beaucoup, Rodolphe. D'autres questions dans l'Assemblée? Je vais vous passer un micro. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très clair et très didactique. Moi j'ai une question liée à la confiance. Je vais citer plusieurs exemples et j'aimerais savoir comment vous avez justement généré la confiance auprès des opérateurs. Je pense que c'est un facteur clé pour que ça soit opérationnel. Et je serais curieux de savoir ça. L'explicabilité, c'est un des sujets. Vraiment, la notion de confiance vis-à-vis des opérateurs, Alors, ils sont remarqués dans le domaine. Donc alors justement, c'est le quart d'heure que vous avez raté, c'est mon projet, confiance.ai. Comment on fait pour donner confiance aux opérateurs? Alors, aux opérateurs ou à tous les intervenants qui vont se retrouver confrontés à l'IA. Et donc, voilà, c'est vraiment une super question parce qu'il y a des éléments comme l'explicabilité, ça va convaincre qui? Ça va convaincre l'expert, que l'IA fait bien son boulot. En revanche, l'opérateur, qui va dire attention, mais là l'IA maintenant comment je peux en effet lui déléguer le fait qu'elle va me dire que ses soudures sont bonnes. Je vois bien que quand elle dit que des soudures sont mauvaises, souvent c'est le cas, mais du coup moi je ne regarde plus les soudures bonnes, comment je peux faire pour avoir confiance en elle? Et donc là, ça passe par une pédagogie, une mise en œuvre en fait, c'est qu'on va aussi impliquer l'opérateur dans la mise en place de l'IA, c'est lui qui va faire la labellisation en disant montre à l'IA les soudures que toi tu ne trouves pas bonnes, donc en l'impliquant, c'était l'histoire de la valise là, dont je vous montrais, quand l'opérateur c'est lui-même qui entraîne le système, déjà il voit comment c'est fait, c'est pas un patron qui l'a fait à sa place, c'est pas quelqu'un qui y connaît rien, mais c'est quelqu'un qui peut être lui et qui connaît vraiment le poste. Et donc il va s'impliquer en disant oh, mais là, on n'a quand même pas vu assez de mauvaises soudures, je vais attendre d'en voir encore une autre. Donc il y a des méthodes qui sont vraiment de l'accompagnement du changement pour amener les opérateurs à s'approprier. Et c'est vrai, et là c'est une démarche qui doit se faire un peu au cas par cas. Et dans le projet dans lequel on travaille, on a développé avec un labo
un questionnaire pour vérifier qu'on s'y est bien pris pour avoir l'acceptabilité de l'IA. Donc, il y a donc un processus, des questionnements à se poser quand vous installez un système d'IA pour s'assurer qu'il sera bien accepté par les gens qui vont l'utiliser. Donc, justement, est-ce que l'opérateur final a été inclus dans la décision? Est-ce qu'il peut avoir les explications qu'il lui faut quand l'IA rend une décision? Donc, il y a tout ça, il y a tout un processus en effet d'accompagnement. Et puis après, il y a aussi, donc, là encore, on va s'adresser quand même à l'opérateur. Si on a le cas de la soudure, c'est quand même un spécialiste. Et puis après, il y a nous dans notre voiture, là, quand notre IA nous dit comment ici il serait mieux de passer faire le tour de la Roche-Chalon plutôt que de passer par le centre. Bon, alors vous, si vous êtes un expert, vous savez que le matin, il y a des embouteillages dans le centre à cause des collèges et des lycées. Mais voilà, moi qui suis parisien, je me dis pourquoi on fait ci, on permettrait de ralentir la tête des tours. Et j'aimerais bien que là, l'IA me dise à moi, parce que je sais qu'il y a des. Et tout ça va créer la confiance. Mais en effet, ce qu'on dit dans le projet confiance.ai, c'est la confiance, ça se gagne par goutte et ça se perd par saut. Donc c'est beaucoup plus facile de perdre la confiance dans une technologie que de l'acquérir. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Alors cette IA de confiance, évidemment, ça dépend sur quoi vous l'utilisez. Hein. Donc, il y a une classification dans le règlement européen des IA. Il y a des IA dont les domaines d'application sont interdits. Le classement social, la surveillance, etc. Il y a une IA dite à haut risque, où là, on va demander qu'il y ait un certain nombre de protocoles qui soient suivis dans le développement pour garantir le bon fonctionnement. Et puis après, il y a des IA plus classiques, où voilà, s'il s'agit de vous proposer de la musique, on ne va pas demander aux gens de garantir la robustesse, qu'il n'y a pas de biais, etc. Si ça ne marche pas, vous utiliserez plus, c'est pas grave, mais il n'y a pas de risque. Voilà, donc c'est une vaste question, donc je commence à répondre comme ça. Merci beaucoup. Laurent, tu as une question? Bonjour, Laurent Bertin du pôle ENC2. Merci beaucoup pour la présentation très très claire. Moi j'ai une question, est-ce que l'IA est réservée aux grands groupes et quels pourraient être des exemples d'IA dans une PME industrielle? Alors je pense que vous avez des exposants qui vont vous présenter ça très bien. L'IA se démocratise énormément en fait. Et justement, elle apporte cette agilité. Vous voyez le petit exemple que je vous ai montré de la valise là, qui permet d'apprendre sur site. Bon, bah ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement difficile à installer. Donc le tout, c'est de bien cibler votre besoin et puis de voir si l'IA peut y répondre. Aujourd'hui, on a accès à des serveurs qui sont, je dirais pas en libre service, mais auxquels vous n'avez pas besoin d'acheter un serveur chez vous pour commencer à faire tourner de l'apprentissage machine et de l'IA. Donc il y a vraiment une très très grande ouverture de. J'avais vu un exploit de Google il y a quelques années où la dame disait, bon c'est un petit peu en marge de ce que vous dites, mais pour moi c'est un des éléments de réponse. Elle commence sa conférence en disant aux gens, et c'était tous des bacs plus 8, qui sait comment fonctionne un micro-ondes? Donc évidemment il y a 10 gars qui lèvent la main sur les 200. Et après elle dit, et parmi vous qui utilise un micro-ondes? Là tout le monde lève la main. Et elle dit, bah, l'IA c'est pareil. Aujourd'hui, vous serez, il y en aura peut-être un ou deux qui seront commerciables, et ça n'empêche pas que tout le monde s'en serve. Donc c'est vraiment très démocratisé. Aujourd'hui, il y a plein de librairies qui sont en open source qui permettent de se faire la main. Vous pouvez prendre un stagiaire qui sort d'une bonne école, tous les jeunes savent faire ça, ils vont mettre en place un premier POC, et puis si vous voyez qu'il y a des premiers bons résultats, à ce moment-là, vous allez voir des consultants qui vont vous finir pour en faire quelque chose de déployable, de durci. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas réservé au grand groupe. Enfin, le grand groupe, il aura sa propre équipe de data scientists, il aura même ses chercheurs, donc il ira un peu plus loin, plus vite, il fera des choses plus compliquées, mais d'ores et déjà, il y a quand même des tas de problèmes. Alors, j'espère en avoir listé quelques-uns qui recoupent certaines des préoccupations que vous avez, mais il y a des tas de choses qui sont disponibles, qui sont déjà, je pense, peuvent rendre service. Je ne connais pas suffisamment bien la vie des PME, hein, mais je crois qu'il y a quand même déjà pas mal de choses accessibles. Bonjour, donc Pierre Girardot, Société Crossdata. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez justement sur l'open source, l'accessibilité de ces algorithmes. Il y a encore quelques années, on pouvait, chez Renault, dans d'autres sociétés, faire tourner la plupart des algorithmes sur nos propres serveurs, en les concevant, etc., avec des outils comme GPT, ChatGPT, etc. Ça, c'est plus accessible. Et du coup, il y a une forme de capitalisation
OpenAI, par exemple, de ces algorithmes-là. Même Renault, je pense, a fait les capacités de faire tourner 75 milliards de parallèles dans un réseau de neurones sur ses propres serveurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que ça implique pour vous? Enfin, est-ce que vous voyez arriver des risques supplémentaires ou des difficultés supplémentaires, y compris dans le modèle d'affaires, parce que du coup, ces API-là d'OpenAI sont monétisés? Oui, oui, évidemment. Bon, alors nous, pour être très clair, nous on a passé un contrat avec un gros groupe du domaine, et puis si on peut, on accède à ses serveurs, on accède même à son support pour développer certaines parties. On co-développe avec eux de l'IA. Donc sur le système de reconnaissance des soudures, on a travaillé avec Google, pour ne pas le nommer, qui est un partenaire important de Renault, dans ce domaine-là et dans d'autres. Donc là, on a été obligé ça a été notre choix de nous associer à eux, parce qu'en effet, après, on est un gros groupe, donc on a mis ça en place. Un peu plus petit, il va utiliser des outils qui sont à sa mesure. Donc il y a vraiment tout un panel de solutions qui sont adaptées aux besoins de chaque. Je protège un peu l'angle de bois. Non, mais ça permet d'éclaircir. Non, mais ça rend à la fois plus accessible, etc. Vraiment, moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire je fais pas d'IA parce que j'ai pas le serveur, parce que les gens ne font pas d'IA parce qu'ils ont peut-être des très bonnes raisons techniques, ou parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut qu'ils assistent à des réunions comme celle-là pour avoir envie d'essayer. Mais en effet, aujourd'hui, l'accès aux ressources adaptées à son besoin. Et puis après, il peut arriver aussi ce que vous voulez faire. Alors en effet, là, ça demande des serveurs qui sont colossaux, ça va vous coûter très cher, et donc il faut faire des choix dans vos investissements. D'autres questions? Pardon, vous avez parlé. Merci. Merci pour la présentation. J'avais juste une question sur l'exemple sur l'algogénétique. Vous avez réussi à réduire les opérateurs à 5. Qu'est-ce qui s'est passé au 6e opérateur? Ça fait une retraite bien méritée, parce que j'avais atteint les 67 ans. Alors, il allait travailler sur un autre poste. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien. Je pourrais vous raconter l'histoire, mais voilà, le fait est que c'est des travaux pour lesquels nous on a du mal. Moi j'ai travaillé un peu ça fait partie du bisutage quand on arrive chez Renault. Moi, je suis arrivé chez Renault il y a 4 ans, je suis allé passer mes 3 semaines en usine. Des opérateurs, c'est dur. C'est dur, c'est des gens qui sont des intérimaires, c'est dur pour eux, donc des fois ils sont malades le matin. Donc on n'est pas débordé quand même par les opérateurs. Je crois que notre problème est plus de trouver des opérateurs que de recaser ceux dont on a pu soulager le travail. Merci. D'autres questions? Levez bien la main que je vous vois cette fois-ci. Merci. Bonjour, Grégory Duvallée de Clarté, merci pour la présentation. J'avais une petite question sur la consommation dont vous avez parlé. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un facteur important entre la consommation lors d'une phase d'apprentissage ou lors d'une phase de traitement? Oui, c'est énorme. En fait, la consommation, elle est le gros de la consommation est fait pendant l'apprentissage. C'est là où on a besoin. C'est là où on a besoin de très gros serveurs pour l'apprentissage. En revanche, ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation, là, ça peut se faire sur votre PC en local. Et donc, ça consomme beaucoup. Alors, évidemment, on s'en sert beaucoup plus souvent de l'inférence, mais globalement, alors après, ça dépend. Évidemment, si vous en servez 10 milliards de fois, vous aurez finalement peut-être consommé plus à l'inférence que pendant l'apprentissage. Mais pourquoi on peut rebondir à ce qui est dans votre question que j'ai oublié de dire, c'est qu'en effet, on peut très bien utiliser des énormes serveurs pour l'apprentissage, mais après l'inférence, ça peut se faire sur le bord de chaîne. Donc la détection des soudures, dont je vous parlais, l'apprentissage se fait dans le cloud, mais après, une fois que le système est entraîné, vous le faites tourner sur un PC en bord de chaîne, dans le edge, comme on dit. Et donc après,
après, il y a tout un dosage de savoir est-ce que le réapprentissage, s'il faut faire du réapprentissage, est-ce que je le refais sur mon edge ou est-ce que je dois repartir dans les serveurs. Et ça, c'est un des sujets de recherche qui est comment je peux, à partir d'un système qui a été entraîné sur beaucoup de données, si j'ai des nouvelles données qui diffèrent un petit peu, est-ce que je ne peux pas juste réentraîner localement en consommant moins, en n'allant pas faire appel au serveur et en allant plus vite. Donc ça, c'est un sujet de recherche aujourd'hui. Le réapprentissage, est-ce qu'il faut tout refaire, simplement rajouter mes 100 nouvelles images aux millions d'images que j'avais avant, ou est-ce qu'il y a moyen de faire différemment? Ça, c'est un sujet super important de la recherche. Merci beaucoup, Rodolphe. Ce que je vous propose, c'est de revenir ici à 11h pour la table ronde, parce que nous aurons la chance d'avoir à nouveau Rodolphe. Table ronde animée par Amélie Cordier, de Jardin, et auquel participeront également Michael Nexa de Néovision, et puis Pierre, qui a posé une question très intéressante tout à l'heure de Crossdata. En attendant, je vous propose de me suivre et d'aller dans l'usine pilote pour ouvrir le moment où vous pourrez échanger avec nos exposants et où chacun de nos exposants va vous pitcher un petit peu son différenciateur.